Donc voilà, c'est des gamins qui parlent tout le temps de spiritualité, mais qui sont noyés de consumérisme, obsédés par le consumérisme, la consommation. C'est des gens qui vont vous parler à tout bout de champ du paradis, de l'enfer. Le tout le monde en reste à la consommation et pas dans cette prétention spirituelle et religieuse. C'est plus rare, ouais. Ah, mais cette obsession du paradis et de l'enfer qui fait que cette vie, finalement, elle compte pas tant que ça. Ça relativise la vie de maintenant. Et comment vous voulez après que les gamins se projettent si on leur dit tout le temps qu'en fait cette vie, c'est Kamel Daoud qui disait ça. Il disait qu'ils avaient installé dans leur esprit des tentes de bédouins. Voilà, un habitat temporaire. Alors vous parlez de cette génération d'enfants d'immigrés qui se sentent davantage algériens ou marocains que français, qui expriment une nostalgie d'un pays qui, dites-vous, pourtant ne le connaissent pas. Ils vont y aller une fois ou deux ou trois par an et ils entretiennent vraiment un rapport fantasmé. Je leur dis, mais pourquoi il faut toujours vous arracher, y compris en cours, le fait que vous êtes français ? C'est toujours du bout de la langue. Et moi je leur dis non, vous êtes nés ici, donc vous êtes français. Vous êtes franco-algérien, franco-marocain, franco-tunisien, mais vous n'êtes pas que algérien. Si vous aimez l'un, vous devez aimer l'autre. Ou à tout le moins le respecter. Pourquoi toujours ce choix de l'autre pays ? Et ça, les élèves, quand on arrive à leur faire réfléchir à ça, et quand on leur fait comprendre que non, le sentiment d'appartenance ne peut pas se réduire... Mais parce que c'est un gros travail que je mène, et parce que sans doute avec ma tête, je suis un peu plus crédible, et que ça me tient plus à cœur que certains de mes collègues, ça c'est sûr. C'est extrêmement important de leur faire dire, quand même, quand ils me disent « je suis algérien, je suis marocain », je fais « vous faites plaisir à Le Pen, c'est bien, vous faites plaisir à l'extrême droite ». Ils passent leur temps à dire que vous n'êtes pas français, et vous leur dites « oui, je suis pas français ». Non, prenez le slogan du Front National et faites le vôtre. Vous êtes ici chez vous. Et si vous êtes ici chez vous, c'est pas simplement un guichet de service. Et je leur dis souvent que leur insolence, leur grande bouche, là, quand ils nous répondent à nous les profs, elle n'est pas algérienne, elle est bien française. Et on entend beaucoup que ces enfants se sentent mal aimés. Vous allez avoir des gens, des associations, c'est ce qu'on a vu à Poitiers, quand les gens ont attaqué Billon-Tête, la secrétaire d'État. Vous avez des collègues qui vont leur tenir ce discours, et moi je dis, ils les entretiennent dans un ressentiment qui n'était pas naturel. C'est de l'assignation à résidence ? C'est de l'assignation à résidence identitaire, puis c'est de l'assignation à résidence. C'est-à-dire que le collège, les gens, c'était en bas d'un immeuble. Mais non, la mobilité, c'est un capital social. J'ai un élève qui avait refusé une orientation qui lui plaisait parce que ça l'obligeait à prendre le bus une demi-heure. Non, il faut que ce soit inculqué. Et moi, je dis une chose à mes collègues, je leur dis, c'est simple, si ce collège est fantastique, mettez-y vos enfants. Vous y êtes jusqu'à 16h, 16h, vous barrez dans les beaux quartiers. Voilà. Moi, je demande qu'on traite ces gamins-là comme les profs traitent leurs enfants, c'est-à-dire de manière extrêmement ambitieuse. Alors, l'un de vos grands sujets, c'est aussi le féminisme, que vous aviez déjà traité dans un livre qui s'appelle « Le grand détournement » il y a quelques années. Et sur la question du voile, vous en voulez beaucoup aux néo-féministes et aux féministes que vous qualifiez de bourgeoises, qui défendent la liberté des femmes de le porter ou non, et pour vous, c'est une forme de mépris de classe. Ah, mais c'est un mépris de classe. Je consacre quelques pages à Leïla Slimani justement par rapport à ça. Mais c'est aussi pire, c'est de la condescendance coloniale. C'est-à-dire vraiment, pour moi, je veux un haut niveau de dignité, d'égalité femmes-hommes. Et puis je vais traquer le patriarcat dans l'écriture. Je veux l'écriture inclusive. Et puis je vais tout dénoncer. Mais attention, pour cette femme qui ne me ressemble pas, à elle, l'obsession de la virginité, à elle la pudeur, à elle le certificat de virginité, parce qu'on en est quand même là en France, à elle la polygamie, c'est-à-dire tout ce que moi je refuse pour moi ou ma famille parce que c'est dégradant et patriarcal, je vais l'accepter pour les autres parce que vous comprenez, dans leur cas, c'est leur culture, c'est bon pour ce qu'elles sont. Donc moi qui suis née en France, je devrais m'astreindre à des principes moyenâgeux alors que je suis née dans le même pays que vous juste parce que j'ai pas votre couleur. Non. Si c'est pas bon pour ces bourgeoises, c'est pas bon pour moi non plus. Mais vous me dites que c'est pas du tout une liberté ? Ça peut pas être une liberté quand même de porter le voile ? Ah, on va être très clair, ce n'est absolument pas une liberté. Pourquoi ? Ce qui est une liberté, c'est ce que l'état de droit français impose. Les gens qui vous disent « Ah mais regardez, les femmes voilées, elles ont le permis de conduire », ouais, c'est pas grâce à l'islam, c'est pas grâce au voile. C'est parce que l'État interdit les discriminations sexuelles. Les femmes voilées, regardez, elles peuvent travailler. Encore heureux. Mais à cause de quoi ? Mais c'est une question très simple. En Iran, le voile est imposé. En France, on peut se voiler ou pas. Mais dites-moi en quoi il change de sens. En quoi il change de sens selon qu'il est porté volontairement ou pas ?
pour essayer de comprendre ces jeunes filles aujourd'hui qui choisissent, alors on va mettre des guillemets, Elles le choisissent, oui, bien sûr. de porter le voile, vous dites il faut mesurer la part d'orgueil et de vanité à être de meilleures musulmanes que les autres. Et vous citez notamment l'exemple d'une nièce. L'exemple d'une nièce et puis surtout l'exemple d'une élève de 3e. J'avais posé la question alors dans une copie, pourquoi voilà, on avait travaillé longtemps sur la laïcité, le voile, parce que je pars des questionnements des élèves. Et elle m'avait dit qu'elle ne voudrait pas avoir affaire dans un magasin de vêtements à une caissière voilée. Et je lui dis mais c'est une professionnelle, il va rien se passer, donc où est le problème? Elle me dit je me sentirais pas libre d'acheter vraiment ce qui me plaît, c'est-à-dire les mini-shorts, c'était une coquette et tout. Je lui dis mais pourquoi, elle va rien vous dire? Ouais mais même, voilà, elle porte le foulard, c'est une bonne musulmane et moi je viens avec mon mini-short, je suis pas une bonne musulmane. Et la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour suprême turque disaient ça. Quand vous êtes avec le voilement, en fait, vous essayez de banaliser le fait qu'une vraie musulmane, une musulmane authentique, AOC, AOP, c'est une musulmane voilée, pudique, discrète. Résultat, ça fait passer les autres femmes. Pourquoi ? Quand Rokhaya Diallo partage un tweet disant les femmes qui se voilent signifient aux hommes que leur corps n'est pas à leur disposition. Donc moi qui suis pas voilée, ça veut dire quoi ? Que c'est open bar, que les hommes peuvent se servir de moi ? Voilà, ce discours, c'est pas moi qui le tiens, c'est un assaut d'orgueil et ça introduit non seulement une hiérarchie entre le bon, le moins bon musulman, mais ça a des conséquences pires. École Lardenne à Toulouse, une petite fille de 4 ans n'a pas été invitée à un goûter d'anniversaire. Les gamins lui ont dit « mais toi, ta maman, c'est pas une vraie maman, elle est pas voilée. » Ils n'ont pas dit « c'est pas une vraie musulmane, c'est pas une vraie maman, elle est pas voilée. » Parce qu'ils trouvent qu'une femme non voilée, c'est anormal maintenant. Vous dites en somme qu'il manque un volet à MeToo, qu'il y a un patriarcat qu'on ne veut pas voir, c'est ça que votre... Il ne manque pas un volet à MeToo, il manque de la cohérence et du courage aux défendresses de MeToo, aux défendresses occidentales de MeToo. Moi, MeToo, je l'embrasse complètement, je remercie ce mouvement et je dis moi aussi, MeToo, voilà. Sauf que moi, j'ai pas trop eu affaire aux droits de cuissage catholiques ou aux juifs. J'ai grandi dans une famille musulmane. Qu'on ne me dise pas que le système arabo-musulman est le seul système exempt de patriarcat, alors que le patriarcat est aussi vieux que le monde. Pour toi, MeToo, pour l'instant, c'est cantonné à libérer la parole de femmes déjà privilégiées, les actrices, les journalistes, et à oublier les autres femmes ? Ah, vous savez, moi, ce mot de privilégié, je le supporte pas, parce qu'on est en France, et les privilèges, ça s'abolit. Voilà, depuis la nuit du 4 août 1789. Donc non, c'est pas un privilège si vous pouvez réussir professionnellement. C'est un droit, voilà. Donc ce discours de privilège, c'est toujours une façon de mettre en accusation et de culpabiliser. Moi, je veux pas vous culpabiliser. Et je vous demande pas réparation, voilà. Ce qui vous arrive, c'est tant mieux pour vous. Vous êtes battu pour le faire, vous êtes professionnel, et je m'en réjouis pour vous. Voilà. Ce que je demande, c'est de la cohérence. Le patriarcat, il se combat partout, ou il se combat nulle part. Mais qu'on ne nous dise pas qu'on va défendre les certificats de virginité pour protéger les femmes. Ça, c'est un discours qui est insupportable. Comment vous êtes reçu dans le monde des médias parisiens ? Vous avez des mots assez durs sur les sociologues dans votre livre. Ils estiment que j'empiète sur leur terrain. Et là, vous avez Éric Fassin qui m'a fait virer d'un colloque féministe. Voilà. Vous avez Éric Fassin qui a aussi validé l'expression arabe de service, négresse de maison. Voilà. Moi, je les appelle l'église de sociologie parce qu'ils produisent de la norme et pas du sens.